retour aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'Info Coronavirus. On va parler du moment où il pourrait y avoir un retour sur les lieux de travail, du protocole de retour sur les lieux de travail qui a été créé par le secrétariat du Conseil du Trésor, ainsi que quelques précisions en ce qui concerne le choix de vacances. Bonjour Christian. Bonjour Julien. On constate que les écoles et garderies reprennent du service. Il y a plusieurs secteurs de l'économie aussi. C'est clair que ça amène nos membres à se poser beaucoup de questions en ce qui concerne la fonction publique, parapublique. Est-ce qu'on sait à peu près quand le retour à la normale pourrait avoir lieu dans nos lieux de travail? On ne le sait pas encore et puis présentement, tout reste dans l'incertain. On doit en premier faire le déconfinement de certains secteurs économiques, comme le premier ministre l'a dit, mais du côté du Conseil du Trésor, on nous a assuré que le retour à la normale pour les services publics, pour les ministères organismes, c'était pas avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, pour l'instant, il n'y a rien qui bouge et on laisse les choses telles qu'elles sont présentement dans l'ensemble des ministères. Donc, ceux qui sont en télétravail restent en télétravail à la maison et ainsi de suite. D'accord. Nos membres auront peut-être entendu parler d'un protocole de retour dans les milieux de travail. C'est un document qui a été transmis aux différents ministères et organismes par le secrétariat du Conseil du Trésor. Est-ce que tu peux me dire un peu de quoi il s'agit? C'est quoi ce protocole-là? Le protocole, c'est pas un protocole de retour au travail. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un protocole pour les mesures de santé-sécurité à appliquer dans les lieux de travail lorsque des gens retourneront. Donc, ce n'est pas de parler de combien de personnes vont revenir au travail puis à quel moment. Ça, cette information-là, comme je l'ai dit dans la question précédente, elle n'est pas encore connue. Et puis présentement, c'est la SQI, la Société québécoise d'infrastructure, qui fait l'évaluation pour chaque milieu de travail du nombre de personnes maximales en fonction du nombre d'employés qu'il y a, mais également de la surface où ce que les gens peuvent travailler et ainsi de suite. Donc, ça, c'est pas avant plusieurs semaines qu'on va connaître, je dirais peut-être la conclusion de ces travaux-là de la part de la SQI. Pour ce qui en est du protocole, ce qu'on retrouve dans ce document-là, c'est des informations, mettons, sur la distanciation physique des personnes. Qu'est-ce qu'on fait des milieux communs comme les lieux pour dîner, les lieux, la cafétéria, les lieux pour les pauses. Qu'est-ce qu'on fait également aussi pour les corridors? Est-ce que l'espace est plus limité? Est-ce qu'il va y avoir du purel? Il va y avoir pour du lavage de mains? Est-ce que ça prend des lavabos à l'entrée? Et ainsi de suite. Il y a toutes des mesures comme ça qui vont être dictées dans le protocole. On en a reçu une copie du protocole final, va être transmis dans nos régions également aussi pour qu'on puisse le faire valoir auprès de nos employés et auprès de l'employeur si jamais il y avait des choses qui n'étaient pas respectées. Donc, si les gens ont des questions, on les invite à regarder peut-être la foire aux questions, mais également de parler avec leurs dirigeants ou les représentants régionaux pour qu'ils puissent avoir plus d'informations lorsqu'ils devront être retournés au travail. OK, je comprends que ça va établir un peu des normes minimales, de normes sanitaires minimales à respecter pour tous les ministères et organismes. On a beaucoup parlé du port du couvre-visage, le fameux masque, dans les dernières semaines. C'est quoi la position de l'employeur là-dessus, dans nos milieux de travail? Bon, juste pour terminer également, on parle pour nos employés, pour les mesures, le protocole, mais ça va être également pour les visiteurs. Puis là, je fais le lien avec la question que tu poses présentement, parce qu'au niveau des visiteurs, là aussi, dans le protocole, il y a des informations à regarder. Est-ce qu'il y a des endroits où on peut accepter l'argent comptant, les documents, comment ça va fonctionner, les crayons à utiliser, est-ce qu'on se passe les documents? Donc, toutes les normes avec des personnes qui vont, des citoyens et des citoyennes qui vont venir au comptoir, vont être dictées dans le protocole également. Maintenant, sur l'autre aspect de la question, au niveau du couvre-visage, pour l'instant, il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'obligation dans le milieu de travail, hormis peut-être certains endroits spécifiques. Quand c'est l'employeur qui va demander de porter un couvre-visage, c'est à lui de le fournir. Ça va être un équipement de protection, donc c'est à lui de le fournir dans ce temps-là. Toutefois, si les gens veulent en porter un, c'est un libre choix que les gens auront, ils pourront le faire, mais ils devront tout de même garder, mettons, la distance de 2 mètres et puis ne pas observer les autres mesures qu'il y aura à observer en termes de protection puis en termes de distance et ainsi de suite. Le masque ne remplace pas les autres mesures, c'est ça qu'on... Non, exactement. Le masque est là en mesure supplémentaire aux autres mesures déjà mises en place par l'employeur. Ça, c'est sûr et certain. Et de l'autre côté, si les gens, par contre, veulent en porter un, ils peuvent le faire. Mais si c'est obligatoire, mettons pour le transport en commun, ou dans certains milieux, ça va être aux employés de le fournir. Donc, quelqu'un qui prendrait le transport en commun pour aller à son lieu de travail, bien, ça va être à lui de fournir le masque pour le transport en commun, parce que c'est pas à l'employeur de fournir pour quelque chose d'externe au milieu de travail. D'accord. Un autre aspect qui est assez important aussi, qui concerne les personnes vulnérables. On a vu que le gouvernement, dans les dernières semaines, a beaucoup changé sa position. Là. Au début, on parlait des 70 ans et plus qui ne devaient pas entrer dans le milieu de travail.
Ensuite, M. Legault a parlé des 60 ans et plus qui ne devaient pas entrer dans le milieu de travail. Là, on semble être revenu à 70 ans et plus. Est-ce qu'on a une idée précise de ce qui va être appliqué dans la fonction publique? C'est aussi confus du côté du Conseil du Trésor, malheureusement. Donc, oui, le 70 ans, 60 ans, il y a eu comme une petite valse par rapport à ça. Puis le premier ministre a fini en disant qu'on ne pouvait pas empêcher quelqu'un de vouloir travailler quand il y avait 60 ans et plus. Disons que ça fait bizarre un petit peu de dire aux gens, c'est les gens qui vont vouloir aller travailler dans les circonstances qu'on connaît actuellement. Le Conseil du Trésor est à la même place. Il nous a toujours parlé, lui, du 70 ans. Donc, à 70 ans et plus, il ne voulait pas les ramener au milieu de travail, les personnes supprimées au niveau des maladies, les personnes avec des difficultés également aussi. Par contre, dernièrement, alors qu'il mettait toujours le 70 ans, on voit que M. Legault a commencé à fléchir sur le 70 ans et également, le Conseil de trésor est à la même place. Ça se pourrait qu'il y ait des gens qui soient ramenés au travail sur les 10 ans et plus. On a environ 200 personnes à travers les 70 000 de la fonction publique qui auraient sur les 10 ans et plus, mais c'est pas clair à ce niveau-là. Donc, ça serait comme un choix des personnes s'ils voulaient revenir travailler, mais ça ne serait pas une obligation. Donc, pour nous, ces personnes-là, s'il y a un risque, je les invite à rester beaucoup plus à la maison, si elles peuvent le faire. Mais sinon, l'employeur nous a dit qu'il y aurait des mesures supplémentaires pour ces personnes-là, ou du moins, il y aurait des mesures à regarder pour s'assurer qu'il n'y a pas de contact, qu'il n'y a pas rien qui permettrait à la personne d'attraper le COVID au niveau du travail. Ça va être à valider ça, de ce côté-là, mais pour l'instant, il y a comme un fléchissement un petit peu que ça le disait plus pourrait revenir travailler, ou les personnes qui sont en lien avec des personnes immunosupprimées également. OK. Je pense que c'est clair que de notre côté aussi, on va faire les représentations nécessaires pour s'assurer que nos membres les plus vulnérables là, soient en sécurité dans les prochaines semaines. Tout à fait. On le fait depuis le début, ces questions-là, même avec les maladies chroniques, où ce que l'employeur a toujours tergiversé sur les réponses à donner, a toujours tourné autour du pot, il n'a jamais voulu se prononcer sur une liste de maladies chroniques et on continue, nous, à le talonner à ce niveau-là pour avoir le plus d'informations précises puis le plus d'informations véridiques également aussi pour qu'on puisse les fournir à nos membres par la suite. D'accord. Tu l'as mentionné, le retour dans les milieux de travail ne se fera pas avant plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, mais lorsqu'il y aura un retour dans les milieux de travail, est-ce qu'il va y avoir un genre d'ordre, de préséance de qui pourrait revenir en premier? Est-ce que ça a été déterminé, ça, dans le protocole? Ben, là encore, c'est pas tout à fait clair. Ce qu'on sait, par contre, pour l'instant, c'est que les personnes qui sont jugées essentielles, qui sont des jugées prioritaires, dépendant du terme qui est utilisé, ces personnes-là, présentement, avec l'ouverture des écoles et des garderies, vont être amenées au travail. Donc, l'employeur nous a indiqué que les personnes présentement à la maison, qui ne peuvent pas faire leur travail parce qu'ils n'ont pas l'équipement ou que le travail ne se fait pas à distance, qui sont donc à la maison à s'occuper de leurs enfants, vont devoir retourner leurs enfants à l'école et en garderie pour être rémunérés. Donc, ils vont être ramenés au travail, ces personnes-là, dans un premier temps. Même présentement, dans certaines régions du Québec, si les écoles et garderies sont ouvertes dans leur région, et l'employeur va les rémunérer vu qu'ils sont au travail. Si les personnes décident de rester à la maison, elles ne seront pas rémunérées durant ce temps-là. Quelqu'un qui sera en télétravail, qui choisirait, lui, personnellement, de garder son enfant à la maison alors que la garderie ou l'école est ouverte, bien, à ce moment-là, la personne va devoir donner son 7 heures de prestation par jour. Si elle ne peut pas donner son 7 heures de prestation par jour, elle va devoir compenser les heures manquantes avec des moyens qu'elle a via la convention collective. Qu'on parle de congés, qu'on parle d'absence, droits parentaux et ainsi de suite. Là. Donc, il y a différentes mesures qui peuvent être utilisées. Puis ça va être de voir avec l'employeur pour s'organiser à ce niveau-là. Donc, pour les personnes jugées essentielles ou prioritaires sur les milieux de travail, elles vont devoir revenir en autant qu'il y ait de la place dans les écoles et les garderies. Si on arrive dans une école où tous les enfants sont revenus, toutes les capacités maximales, puis qu'elle n'a pas de place, ben, on ne pourra pas la forcer à revenir travailler, c'est certain. Donc, ça, c'est pour les personnes jugées essentielles. Mais ça ne veut pas dire que parce que nos gens maintenant sont jugés essentiels ou prioritaires dans le milieu de travail, qu'ils vont avoir nécessairement une place en garderie ou à l'école. Les places en garderie ou dans les écoles sont encore pour les travailleurs jugés essentiels et nous ne faisons pas partie de la fonction publique de ces travailleurs-là. Donc, les travailleurs de la fonction publique ne font pas partie des services essentiels de la société. Si on pense plus aux services de pompiers, de police, le personnel de la santé et ainsi de suite. Donc, il faut faire la distinction entre les deux. D'accord. Et puis, est-ce qu'on a une idée de ce qui va se passer lors du retour plus général sur les lieux de travail en ce qui concerne les écoles, les services de garde, peut-être dans le coin de septembre? Bien, là encore, là, pour l'instant, on n'a pas d'autres informations. Une fois que la ski aura fait le tour de tous les milieux de travail, qu'on saura le nombre de personnes, on nous a dit qu'il y aura un retour graduel qui pourrait se faire. Donc, j'imagine que c'est peut-être par équipe de travail ou par département ou peut-être un nombre limité de personnes selon les services qu'il y aura à donner aux citoyens et citoyennes également, qu'on va ramener les gens
dans les milieux de travail, mais on attend des informations de la part de l'employeur, puis il va certainement en revenir durant les prochains mois ou prochaines semaines, puis on va continuer à questionner pour être sûr de bien comprendre la séquence pour pouvoir vous en informer par la suite. En terminant, on sait que les beaux jours qui s'en viennent devant nous, heureusement, là. Est-ce que tu as un peu de précision concernant le choix de vacances? On sait qu'on a eu plusieurs questions là, par rapport à ça de la part des membres. Bien, au départ, avec les changements qui étaient survenus, puis le confinement de la population, on avait demandé à l'employeur de suspendre le choix des vacances. Donc, il devait faire ça jusqu'au 31 mars. L'employeur avait accepté parce qu'effectivement, quelqu'un qui avait choisi ses vacances dès le 3 ou 4 mars, puis, mettons, son voyage début avril ou bien début mai ne pouvait plus se faire, ça aurait été bien plate de demander puis de le forcer à prendre ces vacances-là. Donc, ce qu'on a convenu avec le Conseil du Trésor, c'est que la période de vacances allait donc être demandée pour les employés de choisir leurs vacances pour toute l'année 2020-2021, comme on le fait dans le passé, donc tel que le prévoit la convention collective, d'ici le 20 mai. Donc, d'ici le 20 mai, les employés vont choisir leurs vacances et l'employeur va afficher au maximum le 1er juin ou avant le 1er juin si possible. Ce qu'on a demandé au Conseil du Trésor, c'est de pouvoir avoir certains allègements. L'employeur a dit non, c'est la convention qui s'appliquait. Donc, pour nous, ce que ça veut dire, c'est que les gens choisissent leurs vacances comme ils le font à chaque année. L'ensemble de leurs vacances doit être cédulé ou doit être prise durant l'année, hormis ce qu'on peut transposer d'une année à l'autre, selon les textes de la convention collective. Et à ce moment-là, l'employeur va afficher pour l'année au complet, 2020-2021, l'ensemble des vacances. Et nous, ce que nous avons dit au Conseil du Trésor, c'est qu'on s'attendait à ce que l'employeur affiche le même ratio de vacances, la même amplitude de vacances pour l'ensemble des employés. Donc, si quelqu'un avait l'habitude de céduler 3 semaines, 4 semaines durant l'été, en période continue ou discontinue, puis que l'employeur a toujours accepté, on s'attend que ce soit la même chose qui soit fait. Il n'y a pas un employeur qui peut arriver devant un employé en disant cet été, je ne t'accorde pas de vacances, puis je vais te demander de les prendre, mettons, à l'automne ou à l'hiver, si ce n'est pas le choix que la personne a fait. Donc, il n'y aura personne qui va se faire tordre un bras pour changer sa période de vacances. Il faut que les personnes choisissent l'ensemble de leurs vacances comme elles le feraient normalement. Et l'employeur, normalement, devrait continuer de la même façon. S'il y avait des restrictions pour une raison ou pour une autre de la part de l'employeur, puis qu'on ne pouvait pas accorder toutes les vacances à la personne, ben là, il y aura peut-être des modalités à appliquer. Puis ça va être à voir avec l'employeur et le Conseil du Trésor, ces cas-là d'espèces. Donc, j'invite les endroits où il y aurait des difficultés peut-être à céduler le même ratio de vacances que les années passées, à communiquer avec leurs dirigeants ou avec leurs bureaux régionaux pour les éviter de la situation, pour qu'on puisse documenter ça et faire les interventions nécessaires. On sait qu'avec le gel d'embauche ou le non-renouvellement des employés occasionnels ou étudiants surtout, que ça peut donner des difficultés durant l'été, qu'il peut y avoir des situations problématiques aussi parce que les étudiants remplaçaient beaucoup durant les vacances. Alors, on attend de voir qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là, s'il va y avoir de l'embauche ou pas d'embauche du tout, parce qu'il demande des dérogations qui sont toujours disponibles de la part des ministères, mais c'est le Conseil du Trésor qui octroie ces dérogations-là. Merci beaucoup, Christian. Ça fait le tour pour aujourd'hui. J'ai pas de doute qu'on va se reparler très bientôt. Pas de problème, Julien, ça fait plaisir. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. On vous rappelle que si vous avez des questions en ce qui concerne la situation et tous les défis là, qui sont liés au coronavirus, vous pouvez écrire à communication@sfpq.qc.ca ou écrire encore à vos bureaux régionaux. Et puis, on se revoit bientôt.